Bien, bonjour, bienvenue à tous. Voilà, donc nous allons faire cette expérience captée, au souhait de l'administration. A priori, pour vous, il n'y a pas vraiment besoin de ça, parce que vous aurez un poly qui contiendra tout ce dont je parle, à part quelques remarques épisodiques. Voilà, donc le cours s'appelle « Introduction au calcul stochastique ». En fait, je pourrais même rajouter « Introduction élémentaire ». Il est vrai que, bien que élémentaire, ça se passe dans un laps de temps très court, et donc c'est un petit peu intense. Mais à la suite de ce cours, vous devez être en mesure de traiter, de travailler par exemple sur des projets de PRE, sans considérer qu'après il y aura un autre cours, d'autres cours pour ceux qui font de la voie finance. Mais quand même, ce cours ne s'adresse pas qu'aux étudiants de la voie finance, bien sûr, comme je montrerai dans les exemples. Alors, une autre petite chose, c'est que le cours d'une heure, c'est vraiment un peu trop réduit, quoi. Donc, si vous êtes d'accord, je me permettrai de faire un tout petit peu plus, en général, disons 1h10, et après, on fera un tout petit peu moins de PC, si vous êtes fatigué. Hein. Mais je pense que l'équilibre, 1 heure de cours et 2 heures de travaux dirigés, c'est un peu limite. Hein. Donc, il vaut mieux qu'on prenne 10 minutes de plus. Donc, on décale un petit peu, et puis après, on peut terminer à l'heure quand même. Très bien. Alors, d'abord, je me présente. Donc, je suis professeur et chercheur à l'UMA, Unité de mathématiques appliquées. Donc, les coordonnées sont là. D'accord. Et donc, de toute façon, c'est aussi imprimé sur le polycopier. Alors, le polycopier, normalement, vous le recevrez dans votre boîte aux lettres d'ici la séance de TD. C'est l'administratrice, la coordinatrice qui m'a dit ça. Voilà, donc il n'y aura pas de problème. OK. Par contre, bien que ce soit la deuxième fois que je fais ce cours, donc il y aura inévitablement des fautes de frappe, comme ça. J'espère pas beaucoup, mais donc il faudra m'excuser. Alors, très bien. Donc on va rentrer un petit peu dans ce sujet, avec quelques considérations d'introduction. Hein. Au départ, c'est plutôt de la motivation. Et une partie de cette motivation ne sera pas réalisée dans ce cours, une partie oui, c'est plutôt pour l'avenir. Alors, donc il faut voir que le calcul stochastique, c'est en fait un calcul différentiel et intégral, même plutôt intégral. Mais par rapport à des processus pour lesquels les trajectoires ne sont pas différenciables. D'accord ? Donc, si nos processus stochastiques, donc c'est une famille de variables aléatoires qui évolue au cours du temps. Si on fixe effectivement la réalisation du hasard, vous avez une fonction. Si cette fonction était très régulière, il n'y aurait pas besoin de ce cours. On se débrouillerait avec l'analyse qu'on connaît. Donc, il se trouve que les problèmes, les modèles qu'on aura abordés font intervenir des processus qui sont irréguliers, par leur nature même. Donc, on ne peut pas échapper à ça. Alors, voilà, donc il s'agit d'établir donc un calcul qui nous permet de travailler dans les modèles stochastiques à temps continu. Alors, en général, c'est comme pour l'analyse. On peut considérer des analogues discrets, donc on peut discrétiser si on veut, mais des fois la discrétisation n'est pas la bonne manière de voir les choses, parce que ça devient plus complexe quelque part, et l'idéalisation en continu est meilleure. Donc comme par exemple quand vous faites des EDP, vous pouvez toujours imaginer rester dans la forme discrétisée, mais le fait d'avoir une EDP ou une équation différentielle ordinaire, ça vous permet d'avoir des outils de calcul qui sont plus efficaces. Voilà. Donc le champ d'application est très vaste. Et d'ailleurs, je vois, même vous êtes un bon nombre, hein, je pense que j'ai compté 56. Donc en fait, en réalité, c'est un cours qui devient central, disons, dans la culture des probabilités et de l'analyse.
plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Alors, nous, donc ça s'applique en physique, en sciences de l'ingénieur, mais également, bon, économie, mathématiques financières, bien sûr, mais aussi, aujourd'hui, par exemple, neurosciences, typiquement. Donc, sciences de la vie ou évolution de population, de particules. Et d'ailleurs, ça se voit parce que les PRE auxquels certains de vos camarades participent ou qui réalisent, donc ils sont souvent dans un contexte sciences de la vie, qui est un peu une nouvelle frontière. Alors, donc, une grande partie de cette théorie est l'étude des équations différentielles stochastiques. Donc, on parlera d'équations différentielles stochastiques. Il faut voir qu'il y a d'autres types de systèmes dynamiques que les équations différentielles stochastiques qui peuvent intervenir, mais quand on comprend bien les équations différentielles stochastiques, on est déjà bien avancé. Alors, donc, il y a différents aspects, différentes facettes dans le calcul stochastique et plus généralement dans l'analyse stochastique. Alors, bon, il y a souvent des scientifiques qui travaillent dans le déterministe, donc quand il n'y a pas de modèle stochastique, quoi, ils ont leur modèle et ils se disent, bon, on veut rajouter du bruit. Donc on a une équation différentielle ordinaire, une équation aux dérivées partielles. Par exemple, je rajoute du bruit. Alors, du moment que je rajoute du bruit, le modèle devient stochastique. Et donc, quelque part, on a un analogue stochastique de modèle déterministe. Voilà, ça c'est la situation la plus facile à entrevoir. Donc là, on parlera de cas très très simples, mais vous pouvez imaginer, par exemple, même, on parlera de dp ici, mais même, disons de façon générale, si vous avez une équation dérivée partielle comme l'équation de la chaleur que vous avez rencontrée, et vous rajoutez du bruit, vous avez une équation dérivée partielle stochastique. Voilà. Alors là, on ne rentrera pas dans ce cadre ici, peut-être donc dans un PRE ou dans un projet éventuellement, mais ça, c'est déjà, ça demande des outils très avancés. Donc nous, on restera dans les équations différentielles ordinaires stochastiques. Alors, par contre, donc, d'après mon expérience, ces dernières années, enfin l'année passée surtout, et donc il y a un aspect pédagogique qui pose un petit problème. C'est que souvent, vous l'avez, certains de vos camarades l'ont mis en évidence, il y a l'aspect, normalement, pour faire ceci, proprement, il faut voir la théorie de la mesure. D'accord ? Alors, vous n'avez pas fait la théorie de la mesure, sauf de façon très marginale, donc il se peut qu'à certains moments, vous avez quelques difficultés à suivre certaines choses que je dis. Mais vous pouvez m'intervenir et on peut essayer de, comment dire, un petit peu de démystifier tout ça. Donc ça, on verra ça au moment venu. Pour la plupart, pour pas mal de choses, il n'y a pas besoin de ça, en fait, d'utiliser la théorie de la mesure. Mais je sais que ça fait un petit choc de temps en temps. Par exemple, vous avez vu les espaces LP. Moi, des fois, je dis LP dx. Alors, dx, c'est parce que derrière, il y a la mesure de Lebesgue, qui est en fait la mesure sur laquelle vous travaillez tous les jours. Mais il y a aussi des espaces LP relatifs à une probabilité. Et là, vous savez, c'est l'espérance du moment à la puissance P finie. Mais en fait, on a besoin d'un petit peu plus que ça. On a besoin d'une théorie, par exemple, de l'intégration et des espaces LP par rapport à une mesure plus générale. Enfin, comme je vous dis, c'est dans un cadre théorique. Dans la pratique, vous rencontrerez ça de façon un peu marginale. Mais bon, si dans mon langage, il y a des aspects théorie de la mesure qui vous gênent, dites-le moi et je vais essayer d'adapter. Alors, donc revenons à l'analogue stochastique des équations différentielles ordinaires. Alors, un exemple élémentaire d'équation différentielle ordinaire, c'est un modèle de croissance de population, donc dn de t est égal à de t, n de t. On a une population initiale, n de 0, qui est fixée. Okay. A de t, c'est le taux de croissance à l'instant t. Alors, A de t, c'est un taux de croissance normalement déterministe, mais il se peut que des fois, il ne soit pas complètement donné
au départ, ne soit pas totalement connu. Donc on sait que c'est A de t plus un certain bruit. Donc on peut imaginer que le bruit va être centré, raisonnablement, parce qu'on arrive dans le modèle à avoir... on ne va pas avoir un bruit biaisé, mais n'empêche qu'on a un bruit dont le comportement est aléatoire. On connaît sa distribution de probabilité, on se la donne, et après, comment résoudre ce problème? Comment résoudre, entre guillemets, disons, comment le traiter, et comment l'interpréter? Alors ça, je vous ai dit, ça c'est un aspect donc, analogue d'un problème déterministe via le rajout de bruit et donc via le côté stochastique. Alors, ça, c'est un aspect qui est très, très important, mais il y en a un autre que, quelque part, intellectuellement, il est plus fascinant que le premier. Hein. C'est-à-dire, c'est le fait d'approcher de façon stochastique un problème déterministe. Donc, c'est-à-dire, en gros, vous avez une équation dérivée partielle, donc vous pouvez la résoudre, au moins théoriquement, mais vous pouvez démontrer l'existence unicité, mais vous pouvez aussi la représenter à l'aide d'un processus stochastique. Donc ça veut dire qu'on complique le cadre quelque part. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. C'est que si vous avez cette équation déterministe, elle donne une description qui est macroscopique. Comme l'équation de la chaleur, elle donne la description, mettons, de la température. Mais donc, le fait de la représenter par un processus stochastique, par du aléatoire, ça donne une vision microscopique derrière. Donc ça donne une vie. Et ce n'est pas seulement du point de vue modélisation qui c'est utile, mais ça peut être utile d'un point de vue calcul numérique. Donc le fait d'approcher la solution. Donc on peut utiliser les processus stochastiques pour approcher la solution. Alors là, l'exemple ici, c'est le problème de Dirichlet, le premier exemple classique. Donc nous avons une fonction définie sur un domaine avec frontière lisse de Rn et une fonction continue sur la frontière à valeur d'un R, et on cherche une fonction f tilde définie sur u bar à valeur d'un R qui est continue et telle que la restriction à la frontière vaut f et en plus elle est harmonique à l'intérieur, le Laplacien de f égale 0. Ça c'est le problème de Dirichlet. Bien classique. Alors, ce problème a une solution, donc il a une représentation stochastique. Alors, via un processus qui vous deviendra très familier, mais certainement quelques-uns d'entre vous en ont entendu parler, c'est le moment brownien. Donc aujourd'hui, on va parler de moment brownien, même aux exercices, sans avoir vraiment... sans le connaître vraiment. D'accord ? On va l'introduire pour se familiariser de façon un petit peu empirique. Alors qu'est-ce que Kakutani a prouvé que la solution pouvait s'exprimer comme f tilde de x est égal à espérance de f de bx tau. Donc, vous avez un domaine, mettons... D'ailleurs, le domaine, en général, doit être avec frontière lisse. Alors, il y a des contre-exemples, si vous êtes intéressé. Il y a des contre-exemples quand le domaine a des points d'irrégularité sur la frontière, il se peut qu'on n'arrive pas à résoudre le problème. Et il y a des gens qui font de la recherche là-dessus. Mais supposons qu'il est lisse. Donc, vous partez il est dans le plan. Donc, vous partez d'un point X. OK. Alors, X... et vous faites partir un processus stochastique, le moment brownien, que vous ne connaissez pas. Mais le moment brownien, c'est un processus, il faut le voir comme un mouvement très irrégulier, hein, qui vient de l'interaction de particules. Donc très irrégulier. Donc il faut le voir comme ça. Et comme je vous ai dit avant, quand on fait du calcul stochastique, parce qu'on a des objets très irréguliers. Donc en fait, irrégulier, ça veut dire qu'il change de direction à chaque... continuellement. Et alors, à un certain moment, il va atteindre la frontière, OK, et le temps d'atteinte de la frontière, on l'appelle tau, et f tilde de x est égal à l'espérance de f de bx tau
va être la solution du problème. D'accord? Donc, x appartient ou à la frontière ou au domaine tout entier. F tilde de x défini comme ça nous donne une solution du problème et même la solution le plus souvent. Alors, donc vous voyez bien, vous faites partir un processus stochastique qui est le moment brownien et qui à un certain moment, il atteint la frontière et un taux, et B taux, c'est le point d'atteinte de la frontière. Voilà. Alors, déjà aux exercices, on travaillera avec le mouvement brownien. Mais, comme je dis, après, on l'introduira en cours un peu plus calmement. Donc, ceci était la pointe d'un iceberg, parce que par la suite, le Laplacien a pu être généralisé. On a pu traiter un problème analogue en remplaçant le Laplacien par un opérateur, disons, elliptique, ou même hypoelliptique, sans entrer trop dans les détails de ce que c'est. Et le moment brownien, donc, il est remplacé par la solution d'une équation différentielle stochastique, et pour cela qu'on discutera, entre autres, de solutions d'équations différentielles stochastiques. Voilà. Un autre problème, c'est l'équation de la chaleur. Par exemple, si vous avez cette équation de la chaleur, du dt moins 1 demi Laplacien de u égale 0, u de 0, x égale à fx, ça aussi, si on impose... Alors, ce problème, d'ailleurs, pourrait ne pas être bien posé. Il se peut qu'il n'y ait pas une unique solution. Si f, par exemple, a une croissance exponentiellement, plus qu'exponentielle, disons. Ça peut arriver, mais donc, dans des situations normales, si par exemple f est à croissance polynomiale, et dans la classe des solutions qui ne croissent pas trop, donc on peut avoir, on a une solution unique, et celle-là, elle est donnée par espérance de f de bxt. Donc cette fois-ci, ça dépend du temps, x est la condition initiale, et bxt, c'est simplement le moment brownien qui, à l'instant t, qui est parti de x. Alors, très bien. Donc après, il y a des problèmes qui sont un peu plus sophistiqués. Donc on discutera de ce genre de problème en temps discret pour ceux qui suivent le cours, un des cours électifs, module électif. Mais disons, à nouveau, donc là je prends un exemple plutôt économique, mais c'est généralisable de façon au sens de l'ingénieur. Donc arrêt optimal, contrôle optimal, à quel moment il faut arrêter un processus de façon optimale ou comment on peut contrôler le processus. Donc, supposons qu'une personne a une ressource, par exemple du pétrole, des maisons, des devises, etc., qu'elle aimerait vendre, le prix xt au temps t est donné par une équation différentielle stochastique comme avant, c'est le même type d'équation, et a priori, un prix déterministe, il est tout simple, dxt sur dt égale à rxt dt, mais le r va être, il est connu, mais on va lui rajouter un bruit qu'on modélise par alpha fois bruit. Alors pourquoi je mets alpha? Parce que le bruit, on va le standardiser à un certain moment, on va le prendre voilà, d'une certaine taille, donc alpha mesure la taille du bruit. Voilà. Et donc la question, à quel instant décide-t-elle de vendre? Donc tout ça, c'est des problèmes qui peuvent être résolus par des techniques de calcul stochastique. Donc il faut établir une stratégie d'arrêt, c'est-à-dire décider le meilleur résultat en moyenne, c'est-à-dire décider à quel instant aléatoire il faut arrêter le processus, par exemple vendre, de telle manière à maximiser l'espérance du profit en tenant compte d'une sorte de taux d'inflation qui est donné, etc. Voilà, donc ça c'est un problème de stratégie d'arrêt. Donc c'est vrai, on l'applique beaucoup en finance dans les options américaines, mais ça ce n'est qu'un exemple. Donc vous avez un certain processus, il faut décider quand est-ce qu'on l'arrête. Décider l'arrêt d'un processus, ça veut dire définir un temps où on arrête, mais le temps il est aléatoire. Donc il faudra définir une stratégie d'arrêt, et cette stratégie d'arrêt ne pourra pas devra tenir compte des observations jusqu'à ce moment-là.
Donc on ne peut pas la décider de façon déterministe au départ. Voilà, donc, après, il y a des problèmes dits de filtrage qui ont eu un grand succès dans les années 60 dans l'ingénierie aérospatiale. C'est un peu comme ça qu'on a commencé à les regarder. Donc, on regarde une équation différentielle stochastique comme en point A. C'est toujours la même équation, hein, linéaire. Alors, nous avons... donc, vous avez vu dans l'équation, nous avons un bruit. C'est un bruit qui vient de la modélisation. Mais on peut avoir toutes sortes de bruits. On peut avoir un bruit qui est dû aux observations. D'accord ? Et donc, les observations Z de N de S, N, il y a la solution de l'équation, qui, elle, est déjà stochastique, qui fait intervenir des bruits. La solution est bruitée parce qu'elle est mesurée. Et donc, il y a un autre bruit. Et un des problèmes, c'est celui de filtrer ce bruit. D'accord ? Et ça, c'est un problème également d'analyse stochastique ou calcul stochastique. Donc, filtrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en termes mathématiques, ça veut dire quelle est la meilleure estimation de N de S satisfaisant un point A basée sur les observations effectuées. D'accord. Donc, en fait, c'est un problème aussi d'espérance conditionnelle et de loi conditionnelle. Mais on se sert du calcul stochastique pour traiter ce type de problème. Bien, alors, lorsque l'équation différentielle stochastique est linéaire, donc il y a eu Kalman et Bussy dans les années 60 qui ont introduit le fil de Kalman-Bussy, donc ils ont trouvé une résolution à l'aide du calcul stochastique du problème, mais le problème était linéaire. Donc dans le cas non linéaire, encore la recherche avance aujourd'hui, et ce n'est pas totalement clair quelle est la façon optimale de résoudre ce problème. Voilà. Comme je dis, il y a énormément, ça a été appliqué naturellement dans l'industrie aérospatiale et pas seulement. Alors, si on revient aux mathématiques financières, qui est un petit peu, vous m'excuserez, ceux qui ne font pas de finance m'excuseront, j'utiliserai des concepts très élémentaires de mathématiques financières, mais c'est particulièrement, gardez ça comme fil rouge le long du cours, c'est pratique. Donc c'est pratique et c'est pas très difficile, c'est pas difficile à concevoir. Alors, donc là, je vais parler un tout petit peu de mathématiques financières totalement élémentaires. Alors, normalement, vous avez deux actifs hein, dans les modèles. Le modèle le plus connu, c'est le modèle de Bloch-Scholes. Donc ça, maintenant, c'est sorti du monde de la finance. Ça, c'est la culture générale, quoi. Hein. C'est comme connaître le modèle de l'atome. Donc, le modèle de Bloch-Scholes, donc c'est un modèle à temps continu pour décrire l'évolution de deux actifs. Et il y a un actif risqué et un actif sans risque, qui est noté, dont le prix c'est ST0 à l'instant T. Et l'actif assimilable à une action, où il a un prix S de T à l'instant T. Alors, l'actif sans risque, c'est le plus élémentaire possible. C'est la rémunération d'un compte donc à la banque, même comme le livret A par exemple. Donc, il est modélisé comme ça, dST0 égale à R ST0 dt. Ça, c'est un continu. Donc, souvent, dans la finance, donc, on travaille avec des modèles discrets, mais des fois aussi avec des modèles continus. Alors, donc, on a évidemment une équation comme ça, dST0 égale à R ST0 dt, et R est une constante positive. Ça, c'est le modèle pour l'actif sans risque. Donc, c'est tout à fait naturel. Donc, il vient du fait qu'un terme, si vous pensez à un discret, ça vient d'une équation différence. Donc, vous avez Sn plus 1, 0, qui vaut, si à l'instant n, vous avez Sn0, à l'instant n plus 1, vous aurez Sn0 fois 1 plus R, ce qui fait que, donc la solution en discret, c'est une constante fois 1 plus R à la puissance n, un continu, donc cette équation aux différences, vu si on prend des différences de plus en plus petites, on peut l'avoir donc comme, parce que si vous portez de l'autre côté le Sn 0, vous avez Sn plus 1, 0, moins Sn 0, donc delta de Sn 0,
qui est égal à R fois Sn0 fois delta t. Donc 1.5 s'obtient de 1.6 en prenant delta t égal à 1. Voilà. Donc du coup, c'est juste pour dire que c'est complètement raisonnable et très simple. Mais comment on modélise le cours de l'action? L'action, on part quand même du modèle du taux d'intérêt simple. On se dit simplement que le taux, il va être aléatoire, il va être perturbé de façon aléatoire. C'est comme ça qu'on est parti. Donc le modèle de Blake-Schwartz, qui en fait remonte aux années 65 par Samuelson. Donc Blake-Schwartz, ils ont fait des applications importantes en termes de produits dérivés. Mais le modèle, en fait, il vient de Samuelson. Donc on dit Samuelson-Blake-Schwartz. Alors, on a perturbé le R de façon aléatoire. Voilà. Alors, dans le cas déterministe, dans le cas du taux d'intérêt simple, donc évidemment la solution, si S0, 0 est égal à 1, c'est l'exponentielle de RT. Alors, par contre, donc l'autre, comme je vous disais, on va supposer qu'on a un mu qui prend la place du R et on le perturbe par un bruit qu'il faut modéliser. Il faut trouver le bon bruit raisonnable. Alors, et après, ça, c'est le modèle de l'évolution d'une action ou d'une devise. Donc, quelque chose qui évolue de façon aléatoire. Et c'est tout à fait naturel, d'accord, de penser comme ça. Hein. Maintenant, le vrai problème, c'est de dire comment on modélise ce bruit. Et ça, on y arrivera la prochaine fois. Alors, donc à l'instant t, on note πt0, respectivement πt, la quantité non risquée, respectivement risquée, détenue dans le portefeuille. Alors, donc vous avez un portefeuille et vous pouvez avoir différentes sortes de problèmes. Par exemple, un problème de gestion de portefeuille. D'accord? Et là, ça peut se faire par du contrôle stochastique. Là aussi, c'est un exemple qui va bien au-delà de la finance. Et donc, si vous prenez le portefeuille, il est composé par ST0 fois pi T0 plus ST fois pi T. Donc, c'est logique. Hein? Donc, si vous avez, mettons, ST0, donc ça, c'est le produit scalaire prix-quantité. Okay? Donc, si vous avez une devise, par exemple, qui est libellée en euros. Donc, pt 0, c'est la quantité d'euros, et pt, donc après, la devise dollar, par exemple, donc s'exprime en euros de façon st fois pt. Alors, donc là, de façon générale, donc, il s'agit de maximiser, pas forcément la richesse, mais une utilité associée à la richesse. Parce que des fois, ce n'est pas linéaire. Des fois, on ne maximise pas forcément la richesse, on met une fonction logarithmique de la richesse, parce qu'à un certain moment, on considère que quand il y en a trop, ce n'est plus vraiment ça qui nous intéresse. Bon, alors, nous avons U de t, une portion de la richesse, et donc 1 moins UT xt, il est placé dans l'actif sans risque et U de t est placé dans l'actif risqué. Et le problème, donc X, lui, vérifie une équation différentielle stochastique et nous avons qui va changer selon U, le choix de U, le choix de proportion investie dans la partie risquée, de sorte à maximiser une espérance d'utilité au temps terminal, par exemple. Alors, très bien. Maintenant, après ces considérations préliminaires, on va revenir au niveau 0. OK, et on va recommencer par des rappels de probabilité. Voilà, donc là, éventuellement, donc vous pouvez me dire si ça va trop vite ou trop lentement. Alors, donc, nous avons un espace de probabilité, oméga fp, sous-jacent. Donc ça, cet espace sera toujours sous-jacent. Et on se donne
Donc on aura des variables aléatoires à valeur, bon souvent les variables aléatoires sont valeur d'un R, d'accord, ou un sous-ensemble de R. Mais ça peut être des vecteurs aléatoires, donc d'un RD, ou bien ça peut être à valeur complexe, etc. Mais pas seulement, pas seulement. Vous pouvez avoir, par exemple, si vous prenez le moment brownien que je n'ai pas encore défini, si vous regardez à la réalisation, oméga, c'est la réalisation du hasard. Pour chaque réalisation du hasard, je peux dire, j'ai une trajectoire, donc je le vois, hein, je vois comme valeur une fonction continue. Donc c'est comme le moment brownien peut être vu, ce n'est pas ce que je ferai au début, mais il peut être vu comme une variable aléatoire à valeur dans un espace qui est plus complexe que les espaces de dimension finie. Donc il est à valeur dans l'espace des fonctions continues, parce que pour chaque réalisation du hasard, le résultat, c'est une fonction continue. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on reste un petit peu vague là-dessus. En général, si l'espace est topologique, comme l'espace des fonctions continues, on lui associera l'attribut borélienne B2. Donc ça, c'est une des... On commence à parler de théorie de la mesure, si vous voulez, mais ça, tribu borélienne, c'est la plus petite tribu contenant les ovaires, c'est rien de plus, les intervalles, etc. Voilà. Donc une fonction est dite borélienne si elle est mesurable par rapport aux tribus boréliennes respectives. Vous vous rappelez que ça veut dire mesurable, c'est comme quand on définit une variable aléatoire. Si l'image est réciproque d'un borélien de 2, de 2 est un borélien de 1, rien de plus. Mais sinon, si vous sentez que c'est trop pesant, ne vous occupez pas du terme borélien, quoi. Donc considérez que c'est une fonction. Et puis quand vous avez envie d'approfondir, on en parle. Quand je parle de fonction borélienne, c'est une fonction, mais pour la théorie, on est obligé d'introduire ces notions. Alors, après, donc, la notion de variable aléatoire ou de vecteur aléatoire, etc., si c'est la valeur d'un E. Donc, une variable aléatoire, c'est donc, la définition, vous l'avez vu les années précédentes, mais on lui associe la notion de loi. Hein. Alors, la loi, c'est en fait, en allant un peu plus loin de ce que vous avez vu en première année, mais quoique dans le cours de chaîne de Markov, vous avez un peu parlé de ça. Donc c'est une mesure en fait. Hein. La loi, c'est une mesure sur l'espace d'arrivée, hein, donc sur E. Et c'est nu de B est égal à la probabilité de X appartenant à B, c'est-à-dire la probabilité de X moins 1 de B. Donc vous voyez apparaître des mesures, c'est des mesures de probabilité, mais il faut travailler avec un petit peu. Alors il est vrai que dans les cours de première année, les mesures vont être toutes de deux types essentiellement. En réalité, il vaut mieux penser qu'il y a aussi d'autres types. Alors, donc dans le cas le plus classique, il y a deux types de mesures, donc les lois discrètes et les lois absolument continues. Mais tout ça, c'est résumable dans ce que j'ai dit avant. Donc, une loi discrète, nu, est concentrée sur un ensemble dénombrable, d'accord, et on note nu égale à nu de xi est égal à la probabilité de x est égale à xi, la somme sur i de nu est égale à 1, mais ça, vous pouvez le voir aussi comme le formalisme que j'ai dit avant, d'accord. Donc, typiquement, nu de b sera la somme sur i des nu i où xi appartient à b, d'accord, logiquement. Et les lois absolument continues, qui se comportent un petit peu différemment, c'est-à-dire il existe une fonction P, qu'on appelle densité de nu, telle que nu de B est égal à l'intégrale sur B de P de x dx. Alors, donc, vous avez vu deux types de lois, mais en fait, il en existe d'autres, et puis tous les mélanges des deux. Mais c'est les plus courantes, et dans ce cours, on travaillera surtout avec ça. Donc, le théorème de changement de variable, c'est le passage de l'espérance, qui moralement est une intégrale sur oméga, par rapport à P, à une intégrale sur l'espace d'arrivée, hein, qui est f de x, nu de x. Vous voyez, là, c'est une mesure. Donc, il faut faire une intégrale par rapport à la mesure. Il est vrai que pour vous, nu de x, mettons, s'il a une densité, vous écrivez ceci comme px dx. OK. Donc, la notion d'espérance s'écrit comme ça, dans le cas discret, espérance de f de x, c'est la somme sur i de f de xi nu i. Et dans le cas
absolument continue, espérance de f de x, c'est l'intégrale sur E de f de x, p de x, dx. Une variable aléatoire ou un vecteur aléatoire est dit de carré intégrable si l'espérance du module ou de la norme est au carré est finie. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses que vous avez bien vues. Mais on est au niveau de la terminologie, il faut fixer un peu la terminologie, presque sûrement, presque partout. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, presque sûrement, alors presque partout, ça veut dire que quand on fixe... alors oui, d'abord, toutes les tribus au sigma algèbre sont complétées par les ensembles P négligeables. Donc on se place dans des tribus complètes, pour simplifier. Donc ça veut dire que chaque ensemble négligeable a une probabilité. Alors, après, donc si x est mesurable par rapport à une tribu G, et y est égal à y presque sûrement, alors y est aussi G mesurable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire presque partout? Rappelons-nous, une propriété est vraie presque partout par rapport à une mesure si elle vaut pour tous les x, sauf éventuellement pour un ensemble nu négligeable. Et quand nu n'est pas mentionné, on pense à la mesure de Lebesgue. Alors, la mesure de Lebesgue, c'est la longueur, c'est le volume d'un Rn. Alors, par contre, quand on parle de presque sûrement, c'est comme presque partout, mais lorsque la mesure est sous-jacente, c'est la probabilité P qui, elle, est donnée au départ. D'accord? Ça, c'est un peu le langage. Très bien. Alors, en probabilité, il y a une notion très importante, c'est la notion de fonction caractéristique, qui est un peu comme la transformée de Fourier, à ne pas confondre avec la fonction indicatrice. Donc, c'est une fonction qui va de RD dans C si on a un vecteur aléatoire, donc un vecteur de D aléatoire réel. Donc, à T appartenant à RD, on lui associe l'espérance de l'exponentielle de IT produit scalaire avec le vecteur X. Alors, l'avantage de cette notion, c'est qu'on n'a pas besoin d'intégrabilité pour la définir. Parce que quand on se dit on a une espérance, la première chose qu'on se dit, oulala, mais est-ce que ça va exister l'espérance? Mais là, on n'a pas de souci, parce que si vous prenez exponentielle IT, hein, son module vaut 1. Et donc, ce que vous intégrez est toujours borné, et donc l'espérance existera toujours. Donc, c'est pour ça que c'est un très bon outil. Et la donnée de la fonction caractéristique détermine univoquement la loi. Donc, si je vous demande de déterminer la loi en restant dans le vague, si vous me donnez la fonction caractéristique, vous avez répondu à la question, par exemple. Alors, si une autre notion donc associée aux variables aléatoires, cette fois-ci de carré intégrable, c'est la notion de matrice de variance-covariance que vous avez déjà certainement rencontrée. Donc, elle n'est pas toujours définie. Il faut que la variable aléatoire ou le vecteur aléatoire soit de carré intégrable. Alors, sigma ij, c'est la matrice des termes covariance de xi, xj, c'est-à-dire espérance de xi moins mui, xj moins muj, où mui, c'est l'espérance de xi. Alors, une propriété importante liée aux fonctions caractéristiques, c'est que des variables aléatoires sont indépendantes, donc des variables aléatoires sont indépendantes, si et seulement si les fonctions caractéristiques se factorisent comme c'est écrit là-haut, pour t égale à t1 jusqu'à td, pardon, hein, td, voilà les fautes de frappe. Alors, l'espérance, donc phi x de t est égal au produit de j égale à 1 jusqu'à d de phi d'xj, tj, pour t égale t1 jusqu'à td. Alors, vous savez tous que si des variables aléatoires sont indépendantes, la matrice de variance-covariance est diagonale, ça c'est très classique, et vous savez aussi que la réciproque est fausse en général. Par contre, il va être vrai la réciproque dans un contexte gaussien. Alors avant, contexte gaussien, ça ne veut pas dire que les variables aléatoires sont gaussiennes. Alors, d'abord, je rappelle la notion de variable aléatoire gaussienne réelle, et après, on parlera de vecteurs gaussiens. C'est des choses que vous avez vues dans les cours de statistique peut-être, mais je suis obligé de les rappeler rapidement. Alors, une variable aléatoire
si vous avez un paramètre mu réel, sigma plus grand que 0, une variable aléatoire x est dite gaussienne ou normale de paramètres mu et sigma 2. Donc si sa loi admet qu'en densité, f mu sigma de x égale 1 sur sigma, racine de 2pi, exponentielle de moins x moins mu au carré sur 2 sigma carré. Variable aléatoire réelle, vous voyez que j'ai mis sigma plus grand que 0. Hein. Donc, alors maintenant, si mu égale 0, sigma égale 1, on parle de gaussienne, variable aléatoire gaussienne centrée réduite. Et la loi s'appelle aussi gaussienne centrée réduite. Alors, il faut faire un petit peu un effort de distinguer entre variable aléatoire et loi. Donc, dans le cas unidimensionnel, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, ça va être la même chose aussi dans le cas des dimensionnels. Mais la manière dont on les définit, c'est un peu différent. Donc, dire qu'une variable aléatoire unidimensionnelle est gaussienne, ça veut dire que sa loi se comporte comme j'ai dit. Et donc, la loi, elle est définie comme ça. Par contre, si on est dans RD, c'est mieux de procéder autrement. Alors, d'abord, quelques rappels qu'on va utiliser dans le cas des variables aléatoires gaussiennes. Donc, si x égale mu plus sigma y, y suit une n01, si et seulement si x suit une n mu sigma 2, c'est des transformations très simples. Si x suit une n mu sigma 2, alors moins x suit une n moins mu sigma 2, c'est trivial. Si x suit une n mu sigma 2, mu c'est l'espérance et sigma 2 c'est la variance. Et ça c'est un théorème simple. Alors, un exemple, si vous prenez... Alors maintenant, la question c'est sigma égale 0. Hein. Alors, est-ce que ça existe une loi gaussienne de paramètres sigma égale 0? Alors, par convention, mais ce n'est pas une convention donc, paresseuse, c'est une convention qui va bien s'encadrer lorsqu'on généralise les concepts au cas multidimensionnel. Alors, si sigma égale à 0, on dira que x suit une n mu sigma 2 si la loi de x est la loi de Dirac concentrée au point mu. La loi de Dirac, c'est une mesure. Donc, ça veut dire que si mu appartient à A, elle vaut nu mu de A est égal à 1, et 0 sinon. Donc, nu de mu, et c'est une mesure, donc elle mesure des ensembles. Mais en fait, si vous voulez, c'est aussi une loi discrète avec un seul point de support, et c'est mu. OK. Donc, alors dans le cas, un calcul assez élémentaire vous permet de dire que si je prends un complexe z, exponentielle de zy est toujours intégrable, vous faites le calcul et vous trouvez exponentielle de z carré sur 2. Et donc, par les considérations, par la définition de fonction caractéristique, ceci nous donne que phi y de t, c'est exponentielle de moins t carré sur 2. Et la fonction caractéristique, par les propriétés de translation de tout à l'heure et de multiplication, si x est une variable aléatoire gaussienne de paramètre mu sigma 2, la fonction caractéristique, vu la propriété d'activité multiplicativité, ça donne exponentielle it mu moins t carré sur sigma carré sur 2. Voilà, donc cette même propriété de x égale à mu plus sigma y nous est utile pour calculer l'espérance d'un nombre complexe quelconque fois x. Donc ça peut être pratique d'aller au-delà. Ça ne marche pas toujours, pas pour toutes les lois que si vous prenez. La fonction caractéristique est toujours bien définie. Donc si vous prenez z égale un nombre imaginaire, c'est toujours bien défini. Mais dans le cas gaussien, elle est définie pour tous les z du champ complexe. Et donc ça nous donne, par la propriété d'additivité et ce qu'on a dit avant, exponentielle mu z plus sigma carré z carré sur 2. Et maintenant, on passe au cas d-dimensionnel. Comme je disais, il est pratique de faire, dans un premier temps, une distinction entre la notion de vecteur aléatoire, ou variable aléatoire d-dimensionnelle, et la notion de loi gaussienne multidimensionnelle. En fait, pourquoi ça? D'abord, parce qu'on veut quand même considérer des lois gaussiennes
qui n'ont pas forcément de densité. Dans le cas unidimensionnel, il y en a une seule, c'est la loi de Dirac. Mais donc la manière la plus rapide pour définir un vecteur gaussien, ce n'est pas de donner sa distribution de probabilité, mais c'est de donner la propriété suivante, c'est-à-dire qu'un vecteur est gaussien si toute combinaison linéaire des composantes est gaussienne. C'est une gaussienne réelle, cette fois-ci. Donc en particulier, en choisissant les AI convenablement, les composantes sont gaussiennes. Mais si vous avez un vecteur aléatoire dont les composantes sont gaussiennes, vous ne pouvez pas induire que le vecteur est gaussien. Si les variables aléatoires sont indépendantes, la situation est différente. Alors, si les variables aléatoires sont indépendantes et gaussiennes, alors le vecteur est gaussien. D'accord? Et ça, une manière de le démontrer, c'est quoi? C'est de calculer. Donc, c'est de montrer que somme sur J à J, X, J suit une loi gaussienne, mais cette quantité est une variable aléatoire réelle. Et donc, on sait écrire que vaut la fonction caractéristique d'une variable aléatoire gaussienne réelle. Donc, on calcule la fonction caractéristique de cette combinaison linéaire. Donc, on utilise la propriété de produit de multiplication de l'exponentielle. Après, vous voyez que vous avez le produit de variables aléatoires indépendantes. Donc, l'espérance du produit, c'est le produit des espérances. Mais après, vous vous retrouvez avec une seule variable aléatoire. Et ça, est gaussienne cette fois-ci. Et vous connaissez sa fonction caractéristique. Et donc, ça, c'est exponentielle it aj mu j moins t carré sigma j carré aj carré divisé par 2. Et après, on revient en arrière. Le produit d'exponentielle était l'exponentielle d'une somme. Et vous identifiez ici la fonction caractéristique d'une loi gaussienne de paramètres mu et sigma 2, où mu, c'est la somme de aj mu j, et sigma 2, c'est la somme de aj carré sigma j carré. Donc, résumons, donc, si les variables aléatoires sont indépendantes, gaussiennes, le vecteur est gaussien. Alors, autre chose, si le vecteur est gaussien et les variables aléatoires sont indépendantes, on a déjà dit la matrice de variance-covariance est diagonale. Mais c'est vrai aussi la réciproque. Si la matrice de variance-covariance est diagonale, alors le vecteur est gaussien. Et donc ça, c'est un exercice. Donc c'est un exercice pas très difficile à faire. Donc vous avez une matrice qui est diagonale. Vous devez montrer que les variables sont indépendantes. Donc si gamma x est diagonale, les variables sont indépendantes. Nous avons un critère, c'est celui de la remarque 3, et on y arrive à une ligne. Alors, un autre petit exercice qu'on peut faire, c'est que si x est un vecteur aléatoire de carré intégrable, la matrice de variance-covariance gamma est de type positif. Donc ça, c'est très simple, parce que si vous donnez un vecteur x, x fois gamma fois x, vous allez l'écrire en utilisant les composantes de la matrice de variance-covariance. Donc, vous utilisez la bilinéarité de la matrice de variance-covariance et vous trouvez que c'est positif. Vous montrez que donc, si x égale à x100 jusqu'à xd, mettons comme ça, donc vous avez que x étoile gamma x est égal à somme sur i et j de xi cov de pardon, ça il vaut mieux l'appeler y. Les variables aléatoires, c'est x, donc vous avez xi, xj, c'est le vecteur, mais tout ça, par bilinéarité, c'est la covariance de somme sur i, yi, xi, pour la même chose.
Et donc, cette variable aléatoire, et celle-là est la même, donc c'est la variance. Et donc, ça, c'est toujours non négatif. Et donc, la matrice est de type positif, parce qu'on a montré que pour tout y, ceci est plus grand ou égal à 0. Bon, donc ceci, c'est un peu pour se refamiliariser avec ce genre de choses. Alors, on a parlé de loi gaussienne unidimensionnelle, de variable aléatoire gaussienne unidimensionnelle. On a parlé de vecteurs gaussiens. Il nous reste à parler de loi gaussienne, donc avec multidimensionnelle. Avec la définition que j'ai donnée, il n'est pas immédiat d'extrapoler ça. Alors, on va se servir de la fonction caractéristique, parce que si vous avez un vecteur aléatoire d'un RD, la fonction, je veux dire, il se peut que sa loi n'ait pas de densité. Par contre, la fonction caractéristique qui, elle, caractérise la loi, elle est toujours bien définie. D'accord ? Donc, on va utiliser la fonction caractéristique. Alors, définition, si j'ai un vecteur mu1 jusqu'à mu_d d'un RD, et gamma une matrice réelle de type positif, donc une probabilité nue sur les boréliens de RD, sur RD, dite gaussienne ou normale de paramètres mu et gamma, si une variable aléatoire x de loi nue vérifie que phi x t est égal exponentielle i t mu moins t prime gamma t sur 2. Donc vous voyez que là, gamma, il pourrait même être totalement dégénéré. Alors, on utilise la notation x tilde n mu gamma. Donc ça, c'est la définition de loi gaussienne dédimensionnelle. Alors, si la matrice gamma est de variance-covariance et inversible, alors la loi admettra une densité. D'accord ? Ça, on fera ça aux exercices un peu partiellement. Et la densité, alors, donc voilà. Alors, récapitulons. Soit x un vecteur gaussien, espérance de x égale mu, de matrice de variance-covariance gamma. Alors, première observation, c'est que on lie le vecteur gaussien à la loi gaussienne en disant que, donc si c'est un vecteur gaussien et de matrice de variance-covariance gamma et de espérance de x vecteur mu, alors x suit une n mu sigma gamma au sens de la définition par la fonction caractéristique. Autre chose, donc ça relie les choses et c'est assez facile à faire. C'est assez facile à faire lorsque gamma est inversible. Sinon, c'est un peu plus difficile. OK, mais on peut en discuter si vous êtes intéressé. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que si gamma est inversible, la loi gaussienne peut être donnée via une densité, et la densité est celle-là que vous connaissez peut-être, 1 sur 2 pi d sur 2, racine de déterminant de gamma exponentielle de moins 1,5 x moins mu prime, gamma moins 1, x moins mu. Et donc, quand vous prenez gamma égale un nombre, vous retrouvez bien ce que vous connaissez dans le cas unidimensionnel. Voilà, alors, donc ça, on touchera ça aux exercices. Et maintenant, pour terminer, quelques considérations sur le conditionnement, l'espérance conditionnelle. Alors, vous avez vu pas mal de choses là-dessus. Vous avez vu l'année passée les notions de base, mais après, dans le cours de chaîne de Markov, vous avez quand même développé, et puis après, vous avez lu le cours de Martingale. Donc là, je pense que vous avez presque tout fait, ce que je dis là. Donc, je ne vais pas rappeler la définition, bien sûr. Je vous rappelle juste quelques propriétés fondamentales qui vont nous être utiles. Alors, première chose, c'est que si x est une variable aléatoire, intégrable, ou non négative, indépendante de G, l'espérance conditionnelle, c'est l'espérance tout court. Voilà, donc ça, vous savez bien.
Par contre, on n'a pas de réciproque. Si l'espérance conditionnelle, c'est l'espérance tout court, ça ne veut pas dire que la variable aléatoire est indépendante de l'attribut. On a par contre quelque chose qui va un peu dans ce sens-là. Si vous prenez un nombre suffisant de fonctions de la variable aléatoire pour lequel vous avez que l'espérance conditionnelle et l'espérance tout court, alors vous aurez la propriété d'indépendance de la variable aléatoire par rapport à l'attribut. Et ce nombre, ça peut être même pris dénombrable, parce que si je prends pour tout U appartenant à R, espérance de exponentielle de IUX sachant G est égale à l'espérance de exponentielle IUX, donc ça, c'est qui dit ce résultat-là, mais ça peut être même rendu dénombrable parce que si je l'ai pour tous les rationnels, ça marche aussi, par des raisonnements de passage à la limite. OK. Donc un résultat très utile est le suivant. Alors celui-là, c'est un résultat qu'on utilise tout le temps. D'accord? C'est quand vous devez calculer une espérance conditionnelle par rapport à une tribu. Alors, quel type d'outil vous avez? Alors, il y a des propriétés élémentaires. Des fois, c'est élémentaire, vous faites le calcul. Ou vous passez par la définition, c'est-à-dire vous avez un candidat et vous montrez que ça vérifie les propriétés qui caractérisent, les propriétés implicites qui caractérisent l'espérance conditionnelle. Alors, ou bien vous avez un cas où ça marche toujours si vous avez la loi conditionnelle ou la densité conditionnelle de X sachant G. Mais ça, c'est difficile. Et il y a un cas où c'est beaucoup plus facile, c'est lorsque vous arrivez à décorréler la variable aléatoire de l'attribut. D'accord? Donc si vous avez deux espaces E1 et E2 munis d'une tribu, et vous avez deux variables aléatoires x, y, une est mesurable par rapport à l'attribut G, et l'autre est indépendante par rapport à l'attribut G. Donc vous avez décorrélé les deux. Alors, donc ça veut dire que vous vous intéressez à l'espérance conditionnelle de phi de x, y, sachant G. D'accord? Alors, comme vous avez décorrélé les deux variables aléatoires, le théorème nous dit que ça va nous donner, il suffit de calculer des espérances tout court. Donc, l'espérance conditionnelle de phi de x sachant G, y sachant G, donc ça veut dire que vous aviez une variable aléatoire vous devez calculer l'espérance conditionnelle sachant G, vous avez décorrélé en deux parties, de telle manière qu'une est indépendante et l'autre est mesurable, et alors à ce moment-là, le résultat est donné par phi de x. X est la variable aléatoire mesurable. Et le phi minuscule se calcule par l'espérance de phi de x, y, x appartenant à 1. Et ça, c'est un exercice qu'on fera tout à l'heure directement sur le moment brownien. Voilà, donc ça, c'est une méthode très importante et c'est à la base aussi des processus de Markov à temps continu. Donc, la démonstration, ça demande un tout petit peu de travail, mais vous voyez bien que dans les cas particuliers, ça marche facilement. Si vous prenez par exemple phi de x, y égale à f de x, g de y, vous voyez bien que par les propriétés élémentaires de l'espérance conditionnelle, tout ce qui est mesurable sort, et après, ce qui est indépendant reste à l'intérieur, mais ça devient d'espérant. Donc l'espérance conditionnelle devient triviale. Et ça marche. Donc l'idée, c'est que quand vous calculez l'espérance conditionnelle de phi de x, y, ça change, x est la variable aléatoire mesurable. Donc c'est comme si vous geliez x à une constante et vous calculez une espérance tout court. Alors une dernière chose, c'est la notion, c'est un autre cas où vous arrivez à calculer des espérances conditionnelles facilement. C'est le cas où vous devez calculer, c'est le cas gaussien, le cadre purement gaussien. Ça veut dire que vous avez, mettons, d plus 1 ou n plus 1 variable aléatoire. Vous avez un vecteur à n plus 1 composante. Le vecteur global, il est gaussien, à n plus 1 composante. Et vous voulez calculer l'espérance conditionnelle d'une composante par rapport aux autres composantes. Alors dans ce cas-là, cette calcul d'espérance conditionnelle se calcule via la régression linéaire. Alors, pourquoi ça? Alors l'idée c'est que, d'abord, quand je dis espérance de x sachant
des variables aléatoires, ça veut dire la plus petite tribu engendrée par des variables aléatoires. Bon. Alors, si le vecteur est de carré intégrable, xi n plus 1 est de carré intégrable, vous savez que l'espérance de xi n plus 1, sachant les autres composantes, ça va être la projection sur l'espace L2 engendré par les autres variables aléatoires. C'est un projecteur orthogonal, l'espérance conditionnelle. On vous l'a assez dit. D'accord ? Alors, l'espérance conditionnelle de xi n plus 1, sachant xi 1 jusqu'à xi n, dans tous les cas, c'est le projecteur orthogonal de L2, de toutes les variables aléatoires de carré intégrable, sur L2 de oméga sigma de xi 1, xi n, p. Par contre, je peux m'intéresser à un autre projecteur orthogonal, qui est celui qui projette sur un espace de dimension finie, parce que le L2 de oméga sigma xi jusqu'à xi n p est hautement de dimension infinie. Par exemple, imaginez que vous preniez par exemple toutes les puissances et tout ça. Vous voyez bien que vous avez une base, vous avez un espace vectoriel dont le système de générateurs est de dimension infinie. Par contre, si je décide de projeter sur l'espace de dimension finie à n plus une composante, alors je définis de cette façon-là la régression linéaire. La régression linéaire, c'est la projection sur l'espace de dimension finie, xi jusqu'à xi n, et on rajoute la variable en, d'accord, la constante. Et alors, par la propriété de projection orthogonale, l'erreur que vous commettez, au sens des moindres carrés, est plus grand que pour la régression linéaire que pour la régression non linéaire. Donc, vous voyez, c'est logique ça, parce que vous avez une projection orthogonale, vous projetez sur un espace qui est plus petit, et voilà. Donc, le membre de gauche, c'est l'erreur au sens des moindres carrés de eta n plus 1, je veux dire de la distance entre, au sens de la variance de eta n plus 1 à xi n plus 1, et ça va être majoré par l'erreur que vous commettez dans le cas linéaire, dans le cas de la régression linéaire. Alors, vous avez cette proposition-là. Donc, si vous avez une matrice de variance-covariance gamma de xi jusqu'à xi n qui est inversible, donc ça vaut pour toutes les variables aléatoires. La régression linéaire xi n plus 1 chapeau de xi n plus 1 sur xi jusqu'à xi n est donnée par cette expression-là, mu n plus 1 plus somme sur j égale à 1 jusqu'à n de xi j moins mu j fois bj, où les mu L sont les espérances des xi L et les B1 jusqu'à Bn sont solutions d'un système d'équations linéaires qui est donné par gamma n fois ce vecteur égale au vecteur de covariance du vecteur extérieur avec les vecteurs xi jusqu'à xn. Donc, donc ça, c'est un problème d'algèbre linéaire. Donc, si vous, par la résolution de ce système d'équations, vous obtenez la régression linéaire. OK, mais il se trouve que lorsque le vecteur est gaussien, la régression linéaire coïncide avec la régression non linéaire. Donc, ça nous donne, dans le cas gaussien, une autre manière de calculer les espérances conditionnelles. Voilà, donc très bien. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc, on a les exercices. Posez toutes les questions que vous voulez pendant les exercices. Et aussi, même maintenant, si vous voulez, hein, on peut discuter. Et voilà, donc à tout à l'heure. Donc les séries d'exercices seront données tout à l'heure.